Cet effacement des frontières est mis en spectacle par les technologies de l'espace et par les technologies de l'image, et par l'aménagement de l'espace. Les espaces de circulation, de consommation et de communication se multiplient sur la planète. Et elles rendent très concrètement visible l'existence du réseau. L'histoire, l'éloignement dans le temps, est figée dans des représentations de divers ordres qui en font une sorte de spectacle pour notre raison, et plus particulièrement pour les touristes qui visitent le monde. L'éloignement culturel et géographique, l'éloignement dans l'espace, subit le même sort. Ce sont les mêmes chaînes hôtelières, les mêmes chaînes de télévision qui enserrent le globe pour nous donner le sentiment que le monde est uniforme, partout le même, que seuls les spectacles changent, comme à Broadway ou à Disneyland. L'urbanisation du monde s'inscrit dans cette évolution, ou plutôt, elle en est l'expression la plus spectaculaire. Le fait que la vie politique et économique de la planète dépende de plus en plus de centres de décision situés dans les grandes métropoles mondiales, toutes interconnectées et constituant ensemble une sorte de métacité virtuelle, complète ce tableau. Le monde, en somme, est comme une immense ville. C'est ce que j'appelle le monde-ville. Mais il est vrai aussi que chaque grande ville est un monde, et même que chaque grande ville est une récapitulation, un résumé du monde avec sa diversité ethnique, culturelle, religieuse, sociale, économique. Ces frontières ou ces cloisonnements dont nous aurions peut-être parfois tendance à oublier l'existence au spectacle fascinant de la globalisation, nous les retrouvons, tous ces cloisonnements, toutes ces frontières, nous les retrouvons évidents, impitoyablement discriminants dans le tissu urbain qui est étrangement bariolé et déchiré. C'est à propos de la ville que l'on parle des quartiers difficiles, des périphéries, des ghettos, de la pauvreté et du sous-développement. Une très grande métropole aujourd'hui accueille et cloisonne toutes les diversités, mais aussi toutes les inégalités du monde. C'est une ville-monde. On y trouve des traces de sous-développement, que ce soit une ville comme New York, comme on trouve des quartiers d'affaires connectés au réseau mondial dans les villes du tiers-monde, dans des pays dits sous-développés. La ville-monde relativise ou dément, par sa seule existence, les illusions brillantes du monde-ville. Des murs, des séparations, des barrières apparaissent à l'échelle locale et dans les pratiques d'espace les plus quotidiennes. En Amérique, il y a même des villes privées auxquelles on peut accéder que si on a sa carte d'appartenance. En Amérique latine, au Caire, partout dans le monde, on voit apparaître des quartiers privés, des secteurs de la ville où l'on ne peut entrer qu'en justifiant de son identité et de ses relations. Et les immeubles où nous vivons en ville sont de plus en plus protégés par des codes d'accès. Nous n'accédons à la consommation qu'à l'aide de codes, qu'il s'agisse des cartes de crédit, des téléphones cellulaires ou des cartes spécialisées créées par les supermarchés, les compagnies aériennes ou d'autres. Vu à l'échelle individuelle et du cœur de la ville, le monde global apparaît comme un monde de la discontinuité et de l'interdit. En revanche, l'esthétique dominante est une esthétique de la distance qui tend à nous faire ignorer tous ces effets de rupture. Les photos prises des satellites d'observation, les vues aériennes, nous habituent à une vue globale des choses. Les tours de bureaux, ou d'habitation quelquefois, éduquent le regard
comme le font le cinéma et plus encore la télévision. L'écoulement des voitures sur l'autoroute, l'envol des avions sur les pistes d'aéroport, les navigateurs solitaires qui font le tour du monde sous l'œil des caméras, nous donnent une image du monde tel que nous aimerions qu'il soit. Nous assistons même au début du tourisme spatial et à l'apparition de la planète comme paysage. Ce tourisme spatial qui permettra à des voyageurs en état d'apesanteur d'observer la Terre de loin à une altitude de 100 km. La planète Terre, à cette distance, offre une image d'unité et d'harmonie, mais cette image se trouble si nous nous rapprochons. Remarquons que lorsque nous évoquons l'idéal d'un monde sans barrières et sans exclusion, il n'est pas certain que ce soit la notion de frontière elle-même qui soit en cause. L'histoire du peuplement humain est celle du franchissement de ce que nous appelons les frontières naturelles, les rivières, les océans, les montagnes. La frontière a hanté l'imaginaire des populations qui colonisaient la Terre. La première frontière, c'est l'horizon. À partir des voyages de découverte, il y a toujours eu, dans l'imaginaire occidental, un Orient mystérieux, un outre-mer illimité ou un Ouest lointain, Far West. La frontière, c'est la menace qui inquiète ou qui fascine, dans les romans de Dino Buzzati ou de Julien Gracq. Certes, les frontières ont souvent été franchies par des conquérants qui attaquaient et qui dominaient d'autres humains. C'est même, d'une certaine manière, l'histoire de la planète. Mais ce risque est inhérent à toutes les relations humaines dès lors qu'elles sont commandées par des rapports de force. À ce moment-là, c'est le respect des frontières qui serait un gage de paix. La notion de frontière, par elle-même, elle marque la distance minimale et nécessaire qui devrait exister entre les individus pour qu'ils soient libres de communiquer entre eux comme ils l'entendent. La langue, par exemple, n'est pas une barrière infranchissable, c'est une frontière. Apprendre la langue de l'autre ou le langage de l'autre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est établir avec lui une relation symbolique élémentaire, le respecter et le rejoindre, franchir la frontière. Une frontière n'est donc pas un mur qui interdit le passage, mais un seuil qui invite au passage. Ce n'est pas pour rien que dans toutes les cultures du monde, les carrefours et les limites ont été l'objet d'une intense activité rituelle, et je retrouve ici Hermès. Ce n'est pas pour rien que les humains ont déployé partout une intense activité symbolique pour penser le passage de la vie à la mort comme une frontière. Hermès est un dieu psychopompe, comme on dit. C'est avec l'idée que la frontière se franchit dans les deux sens, qu'elle n'efface pas définitivement la relation entre les uns et les autres, ni entre les morts et les vivants. L'illusion, disait Freud, est la fille du désir. Notre idéal ne devrait donc pas être celui d'un monde sans frontières, mais celui d'un monde où toutes les frontières seraient reconnues, respectées, mais franchissables. C'est-à-dire d'un monde où le respect des différences commencerait avec celui des individus, indépendamment de leur origine ou de leur sexe. À la rencontre du monde-ville et de la ville-monde, on peut avoir le sentiment que Paul Virilio exprimait déjà dans son ouvrage L'espace critique au début des années 80, d'une disparition, je dirais plutôt d'une transformation de la ville en tant que telle. Certes, l'urbain, le tissu urbain s'étend de toutes parts, mais les changements dans l'organisation du travail, la précarité et la version noire de la mobilité,
et les technologies qui, à travers la télévision et Internet, imposent à chaque individu, au cœur de son intimité, une image d'un centre démultiplié et omniprésent, ôte de plus en plus toute pertinence à des oppositions du type ville, campagne, urbain, non urbain. L'opposition entre monde-ville et ville-monde est parallèle à celle du système et de l'histoire. Elle en est, pour ainsi dire, la traduction spatiale et paysagère concrète. La prééminence du système sur l'histoire et du global sur le local a des conséquences dans le domaine de l'esthétique, de l'art ou de l'architecture. Les grands architectes sont devenus des vedettes internationales, des stars. Et dès qu'une ville de moyenne importance aspire à figurer sur le réseau mondial, elle essaie de confier à l'un d'eux la réalisation d'un édifice qui aura valeur de témoignage. Je pense à Bilbao, à Guéry. Il prouvera la présence au monde, c'est-à-dire l'existence dans le réseau, dans le système. Même si les projets architecturaux tiennent compte en principe du contexte historique ou géographique, ils sont vite rattrapés par la consommation mondiale. C'est l'afflux des touristes venus du monde entier qui sanctionne leur réussite. Ça peut marcher d'ailleurs et relancer une ville comme Bilbao. La couleur globale efface la couleur locale. Les œuvres architecturales, les grandes œuvres architecturales sont des singularités qui expriment la vision d'un auteur singulier et s'affranchissent du particularisme local. Elles sont porteuses d'une signature individuelle. Elles témoignent de ce changement d'échelle et de cette référence constante à la planète. Choumi à Villette, Renzo Piano à Beaubourg ou à Nouméa, Guéry à Bilbao, Peille au Louvre, Nouvelle à Manhattan, c'est le local global, le local aux couleurs du global, l'expression du système, de sa richesse et de son affirmation ostentatoire. Chacun de ces projets a ses justifications locales et historiques particulières, mais au bout du compte, leur prestige vient de la reconnaissance mondiale dont ils sont l'objet. L'architecte Ren Koolhaas a eu à ce propos une formule énergique et parlante sur laquelle il est revenu plus tard. Fuck ce contexte. Certains architectes insistent au contraire sur la particularité de chaque projet en son lieu. Mais ces plaidoyers en forme de déni n'empêchent pas que la grande architecture mondiale s'inscrive globalement dans l'esthétique actuelle, qui est une esthétique de la distance, tendant à nous faire ignorer tous les effets de rupture. Ce n'est pas étonnant, car à vrai dire, c'est le contexte qui a changé. C'est le contexte qui est global. L'anthropologie se définit comme une discipline qui étudie les relations sociales dans un petit groupe et qui les situe dans leur contexte. Or aujourd'hui, le contexte de fil en aiguille, c'est toujours la planète, même pour un petit groupe d'Indiens au fin fond de l'Amazonie.